Bonjour, on va parler d'un paradoxe que toutes les entreprises connaissent aujourd'hui. Elles sont littéralement noyées sous les données, mais en même temps elles meurent de soif, assoiffées d'informations qui ont du sens. Alors comment on fait pour transformer ce chaos de chiffres bruts en décisions vraiment claires, en décisions stratégiques? C'est tout le défi qu'on va explorer ensemble. C'est ça la question qui résume tout. Franchement, à quoi ça sert d'accumuler des téraoctets et des téraoctets de données si on est incapable de les faire parler, si elles restent silencieuses? C'est justement là qu'interviennent deux concepts absolument clés. La business intelligence, qu'on appelle la BI, et puis son acolyte, l'entrepôt de données. Allez, on attaque avec la BI. Et il faut savoir que son rôle, il a complètement, mais alors complètement changé ces dernières années. On peut oublier l'image des vieux rapports annuels qui finissaient par prendre la poussière sur une étagère. Non, aujourd'hui, la BI c'est bien plus que ça. C'est le copilote de l'entreprise au quotidien. Et ça, c'est une vraie révolution. Avant, la BI, c'était un peu le télescope du comité de direction, un outil pour regarder loin, pour la stratégie à long terme. Mais maintenant, c'est un microscope, un outil de terrain intégré dans les opérations de tous les jours pour prendre des décisions, là, maintenant, en temps réel. C'est ni plus ni moins que le cerveau opérationnel de l'entreprise. D'accord, mais pour que ce cerveau fonctionne bien, qu'il tourne à plein régime, il lui faut des fondations. Et pas n'importe lesquelles, des fondations solides, stables, fiables. Eh bien, dans le monde de la BI, cette fondation, ce socle indispensable, c'est ce qu'on appelle l'entrepôt de données ou le data warehouse. Alors, la définition classique, elle date un peu, Elle a été établie par un certain Inman en 1992, mais elle reste la référence. Et on comprend pourquoi. Parce qu'un entrepôt de données, attention, ce n'est pas juste une énième base de données géante. Non, c'est bien plus. C'est la source unique de vérité, la seule, spécialement conçue, optimisée pour l'analyse et la prise de décision. Et comment est-ce qu'on garantit cette vérité? Eh bien, tout entrepôt de données qui se respecte doit reposer sur quatre piliers fondamentaux. C'est vraiment ça qui va assurer la qualité, la cohérence, la fiabilité de chaque information qu'on y trouve. Alors, c'est quoi ces fameux piliers? D'abord, il y a le côté thématique. Ça veut dire qu'on organise les données par grands sujets métiers. Les ventes avec les ventes, les RH avec les RH, logique. Ensuite, intégré. Là, c'est crucial. On va chercher des données qui viennent de partout, de l'ERP, du CRM, du site web, et on les nettoie, on les harmonise. C'est un peu le grand nettoyage de printemps de la donnée. Troisième pilier, historiser. L'entrepôt, c'est la mémoire de l'entreprise. On garde des années et des années de données pour pouvoir analyser les tendances sur long terme. Et enfin, peut-être le plus important, non volatile. Une fois qu'une information est entrée dans l'entrepôt, elle n'est plus jamais modifiée, jamais supprimée. On ne réécrit pas l'histoire. C'est la clé absolue pour avoir confiance dans les chiffres. Bon, avoir des fondations solides, c'est super, mais ça ne suffit pas. Par-dessus, il faut un plan d'architecte, pour être sûr de construire quelque chose qui soit vraiment utile. Et ce plan, dans notre cas, c'est la modélisation des données. Une étape, non, vraiment, absolument cruciale. Et là, il faut bien faire la différence entre deux types de modélisation. D'un côté, il y a la modélisation pour enregistrer les opérations au jour le jour, ce qu'on appelle le relationnel. C'est fait pour être efficace, rapide, pour capturer une vente par exemple. Mais de l'autre côté, il y a la modélisation décisionnelle. Et là, l'objectif est complètement différent. On n'est plus là pour enregistrer l'action, on est là pour l'analyser. Le but, ce n'est pas de suivre le processus, c'est de mesurer sa performance. Alors, au cœur de ce plan d'architecte, de cette modélisation, il y a un concept central, le fait. C'est quoi un fait? C'est tout simple, c'est une mesure, un chiffre, qui est lié à une action de l'entreprise. Par exemple, le passage d'un article à la caisse du supermarché, ça, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on peut compter, mesurer, quantifier. Ok, on a notre fait, notre chiffre, mais un chiffre tout seul, ça ne veut rien dire. Il lui faut du contexte. Et ce contexte, c'est le rôle des dimensions. Les dimensions, ce sont elles qui répondent aux questions toutes simples. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Si on reprend notre vente au supermarché, les dimensions, ce serait quoi? Eh bien, le produit, le magasin, la date, le client, la promotion qui était en cours. Et comment on assemble tout ça pour que ça marche, pour que ce soit simple et performant? La réponse, c'est le fameux schéma en étoile. L'image est parfaite. Imaginez, au centre, on met nos faits, nos chiffres bruts. Et tout autour, rayonnant comme les branches d'une étoile, on vient connecter nos dimensions, tout le contexte descriptif. C'est une structure d'une simplicité et d'une élégance incroyable. Et c'est ce qui rend les analyses, même les plus complexes, ultra rapides et super intuitives. Voilà, notre structure est en place, elle est solide, elle est intelligente. Alors maintenant, la question c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec ça? Eh bien, pas seulement vers la BI classique, qu'on connaît bien, mais aussi vers ce qu'on pourrait appeler son héritière, sa suite logique, l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'on voit à quel point ces deux-là sont complémentaires. C'est une synergie parfaite. Pour faire simple, la BI, elle, regarde dans le rétroviseur. Elle répond à la question « Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ?» L'IA, elle,
prend appui sur cette connaissance du passé pour regarder à travers le pare-brise et répondre à qu'est-ce qui va se passer maintenant et qu'est-ce que je devrais faire. Donc l'une ne remplace pas l'autre, pas du tout, elles travaillent main dans la main. En fait, on peut même être plus catégorique. Sans une bonne BI, il n'y a pas d'IA fiable. Point. C'est la BI qui va nourrir les modèles d'IA avec des données propres, de qualité. C'est aussi la BI qui va surveiller si les modèles fonctionnent bien, si leur performance ne se dégrade pas avec le temps. Et surtout, c'est elle qui aide à ouvrir la boîte noire de l'IA pour qu'on puisse comprendre ses décisions. Bref, l'ABI, c'est le véritable garde-fou de l'intelligence artificielle. Bon, tout ça, c'est la théorie, et c'est très bien. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du défi, il faut parler chiffres, il faut parler d'échelle. Parce que les volumes de données dont on parle ici, ils sont tout simplement astronomiques. C'est vertigineux. Prenons quelques exemples bien concrets. Dans la grande distribution, par exemple. La table qui contient juste les tickets de caisse, sur 3 ans, pour un grand distributeur, ça représente 1,59 téraoctets. Ça fait environ 48 milliards de ventes individuelles. C'est énorme. On passe au télécom? C'est encore plus dingue. Pour suivre 100 millions d'appels par jour, sur 3 ans, on arrive à près de 3,49 téraoctets de données. Et un dernier exemple dans la banque, rien que pour suivre les achats par carte bancaire de 50 millions de clients, on atteint 1,73 téraoctets. Oui, comme on disait, ces chiffres, ils donnent vraiment le vertige. Et pourtant, face à ces montagnes de données, à toute cette complexité technique, la finalité de tout ce système, de l'entrepôt jusqu'à l'IA, tient en une seule petite phrase. Une demande toute simple de l'utilisateur final, montrez-moi seulement ce qui est important. Parce que l'objectif au fond, ce n'est pas de tout voir, c'est de réussir à discerner l'essentiel dans le bruit. Il faut bien se souvenir de ça. Ce n'est jamais la donnée en elle-même qui a de la valeur, c'est la décision qu'elle nous permet de prendre.